Eh ben, j'ai envie de dire que la photographie de nature est relativement vaste et très rapidement, moi je me suis intéressé à tout en fait dans la nature, autant les animaux que les plantes, les biotopes. Et donc la photographie animalière fait partie intégrante de la vie d'un photographe naturaliste. Donc ça m'arrive très régulièrement de photographier la faune. Donc j'ai envie de dire, par défaut, je fais aussi de la photographie animalière parce que je suis photographe naturaliste. Donc oui, je fais les deux et de toute façon, les deux sont complètement imbriqués. C'est arrivé bien avant. Donc c'est arrivé bien avant. Depuis tout jeune, en fait, je me suis intéressé à la nature et j'ai fait des études pour devenir garde forestier. Donc ça, c'était dans ma tranche 13-18 ans. Donc je suis sorti avec un bac pour être garde forestier. Et après, j'ai fait une licence en écologie et environnement. Mais j'ai beaucoup appris par moi-même, donc en tant qu'autodidacte, tout ce qui est entomologie notamment, donc l'étude des insectes, tout ça j'ai appris par moi-même. J'ai pas de formation, il n'y a pas de formation d'ailleurs d'entomologiste. Tout ça pour dire que tout ce qui est naturaliste est devenu bien avant la photographie. Et la photo est arrivée en 2005, donc j'avais 25 ans déjà. Et ça faisait déjà depuis tout jeune que je m'intéressais plutôt à la nature. J'en suis venu à faire des stages parce que je voulais développer mon activité professionnelle liée à la photographie. Et aujourd'hui, on est dans l'ère, on n'est plus dans l'ère de l'autodidacte. En fait, les gens aiment se faire apprendre les choses et il y a un vrai marché pour tout ce qui est l'encadrement et la prestation de voyages, séjours et stages photo. Donc moi, c'était un pan de mon activité que je voulais développer. Donc au début, j'ai commencé par des stages à la demi-journée et à la journée. Et puis je suis passé sur une formule bien plus longue parce que le relationnel qu'on peut entretenir avec des gens qui partent 4, 5, 6, 7, 8 jours en voyage, où on se côtoie 24 heures sur 24, n'est pas du tout le même que le relationnel qu'on peut entretenir avec des gens qui viennent une paire d'heures en stage. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais parvenir à développer aussi, parce que c'est complètement différent, c'est pas la même approche. Et pour en revenir à la question initiale, donc ces séjours, ils sont organisés et ils sont encadrés par moi et mes collègues. Donc c'est des séjours qui sont réfléchis. On emmène les gens là où on irait nous spontanément pour faire de la photo. Donc les destinations sont très variées. On va dans le nord de l'Europe, Norvège, Finlande, Écosse. On a beaucoup de choses en France métropolitaine. On essaye de diversifier un peu les destinations qu'on propose. Et donc en fait, vous êtes pris en charge du J1 jusqu'au J4, J5. On s'occupe de tout, nourriture, transport, on vous emmène finalement au bon endroit, au bon moment. C'est surtout ça que les photographes qui partent avec nous viennent chercher en fait. Il y a une partie où on peaufine leurs compétences de photographe et on est là pour les épauler. Et il y a surtout une partie sensibilisation par rapport au sujet qu'on va leur faire photographier. Beaucoup ressenti, même si on a évidemment un fil conducteur, notre programme il est fait après en fonction de, j'ai envie de dire, de la manière dont on interagit avec les photographes qui partent avec nous. Ça nous arrive de moduler le programme en fonction des envies, en fonction des compétences de chacun. Donc voilà, on a aussi cette faculté-là finalement de s'adapter au groupe et de proposer quelque chose qui est plus en adéquation avec les attentes. D'accord. Donc oui, c'est un boulot excessivement intéressant aussi d'un point de vue psychologique, puisqu'on a affaire dans des petits groupes à des tempéraments complètement différents, donc il faut concilier avec tout ça. Et c'est une richesse incroyable parce qu'on rencontre de très belles personnes. Évidemment, les gens qui partent en voyage avec nous, on a énormément d'affinités, puisque finalement ils viennent faire de la photographie de nature. Donc il y a beaucoup de liens qui se créent, beaucoup d'échanges, et ça se passe toujours très très bien. Je
Connaissais Sabine, enfin, j'ai connu Sabine par le biais d'un ami commun qui nous a présenté, parce qu'il savait que moi je faisais des expositions et puis il connaissait le travail de Sabine aussi par rapport à la galerie. Donc voilà, il nous a mis en lien. Il s'est avéré que il y a quelques années d'ici, donc j'ai fait ce gros projet sur la faune de la garrigue et que Assignan est en plein milieu de la garrigue. Donc ça nous a tout de suite semblé intéressant et cohérent de proposer ce projet photographique ici à Assignan, puisque tous les riverains, dès qu'ils sortent du village, ils sont potentiellement capables de retrouver les espèces qu'on montre ici pendant l'exposition. Donc voilà un peu comment ça s'est déroulé. Donc le choix a finalement été assez vite fait par rapport à la thématique, sachant que l'expo existait déjà. C'est une expo qui avait tourné en Pic Saint-Loup avant. D'accord. Et donc voilà, et puis le temps que la galerie, les travaux se fassent, et puis là j'ai la chance de pouvoir être le premier exposé dans cette nouvelle version de la galerie et de présenter donc ce projet sur la faune de la garrigue, en ajoutant à ça les conférences, les stages photos, les visites commentées de l'expo, pour sensibiliser à nouveau les locaux et puis les touristes qui sont ici de passage à la petite faune qu'on peut retrouver dans cette formation végétale. C'est à peu près 10 ans de travail. Et donc c'est un espèce de best-of de ces 10 années de macrophotographie en garrigue. Donc le fil conducteur, c'est cette formation végétale dans laquelle j'habite et le fait que je voulais à un instant T faire un espèce d'état des lieux de cette petite faune qu'on a autour de chez nous et qui est assez invisible pour le commun des mortels parce que souvent très mimétique, petit, donc c'est des choses que les gens voient rarement. Et par mes compétences de scientifique et de naturaliste, et maintenant de photographe, j'ai en fait toutes les cartes en main pour pouvoir montrer ça, j'essaye d'une belle façon, et justement de pouvoir sensibiliser les gens à cette diversité faunistique qu'il faut aussi préserver. Parce que autant quand on a des déclins d'oiseaux, de mammifères, au niveau du grand public, c'est plus facile à comprendre, parce que c'est des espèces qu'on voit plus facilement, ou qui ont un capital sympathie, comme le panda, la girafe, ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on a plein de choses autour de chez nous, beaucoup plus petites, que les gens ne connaissent pas, et qui disparaissent aussi. Et donc, c'était aussi un des fils conducteurs de ce projet, c'était de faire un espèce d'état des lieux, et d'un peu sonner la tirette d'alarme, enfin tirer la sonnette d'alarme d'ailleurs, c'est mieux dans ce sens-là, et dire, attention, il y a tout ça, et il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, et c'est à la porte de chez nous, donc bien sûr. Donc c'est important aussi de prendre en considération. Partenariat non, mais je bosse souvent pour des réserves naturelles, les parcs nationaux. J'ai beaucoup bossé moi sur Montpellier, Conservatoire des espaces naturels. J'ai travaillé au CIRAD, j'ai travaillé au CNRS. Donc voilà, c'est tous les instituts qui œuvrent finalement, grosso modo, pour la protection de l'environnement, de la nature. Et donc voilà, j'ai souvent des interactions avec ces structures-là, les écologies de Leuzière. Voilà, sur le secteur Montpellier, c'est vraiment pas ça qui manque. Et ça me plaît aussi de les rencontrer, qu'on discute de tout ça, échanger nos avis et nos ressentis sur l'évolution des choses. Dans d'autres pays, alors la problématique du photographe nature, c'est que produire de l'image prend beaucoup de temps. Avoir un fil conducteur cohérent et un peu novateur l'est d'autant plus, parce que là, il faut bien admettre que depuis la démocratisation des appareils photo numériques, beaucoup de gens font de la photo. Il y a un vrai engouement pour la photographie en général et aussi pour la photographie de nature. Donc de plus en plus de gens, des amateurs, des professionnels qui font des très bonnes choses. Donc la concurrence, entre guillemets, devient de plus en plus rude. Donc oui, j'ai plein de projets. J'essaye d'être novateur quand même pour proposer quelque chose de différent. Donc après Fauna Garriga, j'ai fait un livre notamment sur le flamant rose en Camargue, d'une façon tout à fait particulière parce que en fait toutes les photos du livre sont floues. Donc j'ai pris le parti de travailler le flamant rose d'une autre manière qu'on voyait assez peu, en
procédant à des défocalisations, donc je faisais en sorte que le flamant rose ne soit pas dans le plan de netteté, des choses comme ça, travailler à travers des avant-plans. Donc ça, il est sorti il y a 2 ans maintenant. Et puis ça doit faire déjà à peu près une dizaine d'années que je bosse sur un gros projet de forêt. Donc j'engrange pour l'instant des images tant que je peux, un peu partout en France, en Europe du Nord où je traîne souvent. Et j'espère pouvoir le sortir probablement en 2024-2025. Là, le Covid a un peu brouillé les cartes, évidemment, quoi. Donc voilà, je ne suis pas pressé. J'aime prendre le temps dans ce que je fais. J'aime bien faire les choses. Je suis plutôt exigeant, méticuleux. Donc voilà, je ne suis pas spécialement pressé par le temps et je préfère mettre 2-3 ans de plus pour concrétiser un projet et que ce soit bien ficelé et que ça corresponde à ce que je voulais plutôt que de me presser pour avoir quelque chose de moins abouti. En plus d'être une qualité, je pense qu'en photographie animalière, c'est ça. Elle est indispensable. Après, en photographie de nature, j'ai envie de dire, même pour les photographes qui font beaucoup de paysages, il y a de la patience à avoir aussi, parce que là, on est obligé d'attendre que toutes les conditions soient réunies pour faire la bonne image. Photographie animalière, ce sont des affûts pour attendre que le renard sorte dans la prairie, ou quand je pense à certains collègues qui bossent sur le lynx et qui font des centaines de nuits d'affûts pour espérer le croiser quelques secondes à peine. Donc oui, il faut énormément de patience. Et si je transpose la question par rapport à la macrophotographie, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes, donc on peut trouver des sujets beaucoup plus facilement, mais là où il faut de la patience, c'est dans la méticulosité des réglages et des cadrages qu'on va faire pour magnifier finalement le sujet qu'on vient de trouver. Parce que le trouver, c'est une chose, mais après, il faut parvenir à faire une photo jolie, esthétique. Et là, il faut beaucoup de patience aussi pour trouver le bon angle de champ, pour trouver la bonne lumière, le beau positionnement, la bonne distance par rapport au sujet, que le sujet ait une belle attitude, trouver le bon sujet sur le bon support, qui est un écho éventuel entre les couleurs ou entre les formes, entre le sujet et le support. Donc ça demande énormément de patience aussi. Le seul prérequis qu'il y a, c'est d'avoir du matériel en adéquation avec la thématique. Pour donner quelques exemples, je fais un voyage en Finlande sur les chouettes. Elles sont souvent loin, elles sont quand même relativement farouches, pas très très grandes. Donc ça nécessite d'avoir un téléobjectif suffisamment puissant que pour pouvoir faire des photos relativement proches, entre guillemets, des chouettes, alors qu'elles sont relativement loin. Quand je fais mes séjours de macrophotographie, évidemment, j'en ai plusieurs sur le secteur Montpellier, en Garrigue ou dans les Cévennes, etc. On va bosser sur les insectes. Si on n'a pas d'objectif macro, évidemment, on ne pourra pas faire ce que les gens ont envie de faire. Donc là, c'est pareil, ça ne fonctionne pas. Donc, mis à part ce prérequis, non, on n'impose aucune autre compétence obligatoire pour pouvoir participer. Donc on a pas mal de débutants qui viennent justement apprendre les bases de la photographie, tout comme on a des gens plutôt expérimentés qui, eux, viennent chercher un tout petit apport supplémentaire qui peut être une technique ou un regard, ou justement, comme je disais tout à l'heure, le côté nature et le fait qu'on les amène au bon endroit, au bon moment, pour qu'ils puissent trouver une espèce qu'ils n'auraient peut-être jamais trouvée par eux-mêmes, par manque de compétences de naturalistes, justement. Donc voilà, nous on joue vraiment sur les deux tableaux, et l'enseignement photo, et le fait d'emmener les photographes au bon endroit, au bon moment pour voir la bonne espèce. Donc voilà, nous on est tout le temps dans cette alternance. Après, je parle beaucoup d'espèces, parce que là on est sur de l'animalier, mais pareil pour du paysage, évidemment. J'ai 2 collègues qui font plus du paysage, en bord de mer, etc. Et là c'est pareil, il faut repérer les endroits au préalable, ça prend beaucoup de temps en amont, il y a beaucoup de recherches pour optimiser finalement le temps passé avec les photographes. Il ne faut pas qu'on commence à chercher le bon spot quand on est avec eux, évidemment, il faut qu'on soit capable de les emmener
quand il y a la bonne lumière, on a choisi en amont si on y va au lever de soleil ou au coucher de soleil, parce que l'orientation fait qu'on va pouvoir faire tel ou tel type de photos. Donc tout ça, c'est du boulot de préparation en amont à faire, et qui est conséquent, vraiment. Après, c'est un vrai plaisir, parce que pendant ce temps-là, nous, on est dehors, on fait des photos, on découvre des choses, et donc ça, c'est très intéressant pour nous. Alors, la naissance de Striptyque, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'expo existait déjà, et elle a été conçue pour la maison des consuls des Mattel au nord de Montpellier, donc sur la communauté de communes Grand Pic-Saint-Loup. Et donc j'ai réfléchi à la scénographie et j'ai choisi les photos en fonction du lieu, ce qui est un vrai privilège évidemment de pouvoir le faire dans ce sens-là. Généralement on a une expo qu'on propose et puis on concilie avec le lieu dans lequel on expose. Là c'était l'inverse, j'ai créé l'expo pour ce lieu-là. Et à l'entrée il y avait un grand mur végétalisé et on a eu l'idée de suspendre un tirage devant ce mur qui était vert évidemment. Et m'est venue l'idée donc d'exposer cette photo-là, donc de ce crapaud calamite fait de nuit où il y a juste la tête qui est illuminée et tout le reste est noir. Et c'est très rigolo parce que, en fait, ce triptyque, j'ai décidé de couper cette image pour un côté esthétique, mais surtout pour un côté beaucoup plus pragmatique, qui était que comme ce tirage était devant un mur végétalisé, il fallait que la lumière passe pour que le mur végétal derrière ne meure pas. Et donc j'ai décidé de couper l'image en 3 pour laisser la lumière accéder au mur végétalisé le temps de l'exposition et que les plantes survivent au moment où on allait décrocher l'expo. Donc ça c'était mission accomplie. C'est moins joli comme explication que d'avoir une vraie raison d'auteur, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y avait une vraie raison pragmatique pour les plantes. Et puis par contre le choix de l'image à découper, évidemment, s'est porté sur celle-là parce que le sujet est centré. Et finalement ça lui va très très bien. Et c'est vrai que c'est un triptyque qui interpelle beaucoup. Dès que je le mets en expo, les gens trouvent ça très culotté parce que là c'est deux grandes plaques noires. À la Soulages. Oui, voilà, un peu à la Soulages. Et puis c'est mon imprimeur qui a bien rigolé évidemment quand je suis venu avec ce projet-là. Mais par contre ça rend très très bien. Et c'est vrai que c'est rare de voir des photos comme celle-là présentées en triptyque. Donc en fait c'est une photo unique qui a été divisée en 3. C'est pas 3 images différentes, donc j'ai simplement coupé en 3 cette image-là. Voilà. D'accord, merci Jonathan. Merci beaucoup.